Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Alex Saraf et vient nous présenter son livre « La psychologie pour apprécier l'humain ». À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question des orages dans le cerveau. Notre invitée en début de deuxième demi, Caroline Bourgard, vient nous présenter l'école d'été en art-thérapie de l'UQAT. Bienvenue à Folie douce, émission numéro 790. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Alex Saraf. Bonjour Alex. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Merci. Oui, tu viens nous présenter un livre que tu as écrit, La psychologie pour apprécier l'humain. Et on va en parler définitivement. Tu es professeur de psychologie au Cégep Saint-Laurent depuis déjà de nombreuses années. Comment on peut, la psychologie, comment on peut décrire ça peut-être ou comme entrer en matière finalement? Donc, la psychologie, c'est l'étude scientifique du comportement humain et animal et des processus mentaux. Donc, les processus mentaux, ce sont des réactions qui se passent dans la tête qu'on ne voit pas et qui influencent, qui déclenchent les comportements. Puis les comportements, ce sont des actions ou réactions observables et mesurables d'un organisme en relation avec son environnement. Ça, c'est dans la psychologie en direct, le livre deuxième édition. C'est-à-dire, ce sont des gestes que l'on voit. Ce sont des actes, des actions que l'on regarde, qu'on n'a pas besoin de microscope pour le voir, on peut le voir à l'œil nu. Oui, un professeur au cégep, qu'est-ce que ça a l'air un cours de psychologie finalement? Est-ce que tu enseignes les rudiments? J'ai enseigné tous les cours de psychologie en fin de compte au Cégep de Saint-Laurent à Montréal. Ça fait depuis de nombreuses années que j'enseigne. Donc j'ai enseigné et j'enseigne encore initiation à la psychologie, psychologie du développement, psychologie de la santé mentale, psychologie de la sexualité, psychologie sociale et j'ai donné les cours de communication aussi. Ouais. Donc, c'est un cours de 3 heures avec 15 minutes de pause au milieu puis 15 minutes à la fin. Donc, par exemple, dans le cours de santé mentale, j'aborde les émotions, la gestion du stress, la motivation, aussi les troubles anxieux, les troubles de la personnalité, les troubles dépressifs, la schizophrénie, le spectre de la schizophrénie et des troubles psychotiques. C'est intéressant. J'imagine qu'il y a une bonne réaction aussi parce que les gens sont entourés de toutes sortes de problématiques psychologiques. C'est stimulant. Il y a des défis là, comme professeur, je pense. Oui, il y a des défis. C'est pas si facile que ça d'enseigner, mais c'est une passion que moi, j'adore enseigner. Puis moi, ce que j'ai aussi fait au Cégep de Saint-Laurent, j'ai amené des conférenciers. Et j'ai amené des conférenciers Par exemple, j'ai amené Marie-Cécile Labrèche, qui a le trouble de la personnalité limite, puis elle a donné une conférence témoignage sur son trouble de la personnalité borderline limite au Cégep de Saint-Laurent. Toujours intéressant d'avoir un exemple vivant. Là, de la théorie, c'est beau, mais quelqu'un qui en parle de son vécu, c'est bien. Ouais, il y en avait une autre personne qui avait un trouble dépressif, puis en a témoigné. Donc c'était ça. Là, j'ai fait ma part aussi. Oui, c'est ça. Mais il faut amener des fois une question, quelque chose de nouveau, justement, dynamiser la chose et tout ça. Il faut être à jour. Exactement. Oui. Mais, et tu nous amènes un livre, il est très beau d'ailleurs, la pochette, en fait, la devant du livre, on voit un homme avec qui a l'air très relax, très beau. Puis le titre, La psychologie pour apprécier l'humain, le fameux humain, là, ce qu'on est, finalement, les êtres humains. Oui. Donc, d'où ça part? Pourquoi tu as écrit ce livre-là? Moi, je voulais écrire un livre de vulgarisation en psychologie qui soit accessible à tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde, qui vulgarise de façon simple, même avec humour, la psychologie. Donc, il y a 12 chapitres. Il y a le chapitre sur la santé mentale, la psychopathologie. Il y a le chapitre sur la santé sexuelle, la santé amoureuse, l'amour et le deuil, l'adolescence, la dynamique de groupe, les relations interpersonnelles, la violence dans les relations. Puis la santé sexuelle aussi. Je pense que je l'avais dit. Donc là, c'est ça. Puis je voulais aussi passer mes messages. Le sous-titre du livre, c'est « La vie est belle et simple ». Ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. Et c'est ça, j'ai aimé ce message-là, parce que c'est effectivement ça. Je trouve qu'on se complique la vie. Hein? Oui, puis les gens nous compliquent aussi la vie parce qu'il y a les gens qui vivent qui souffrent de troubles de santé mentale, de problématiques d'adaptation biopsychosociale que les psychologues appellent, que ce soit troubles anxieux, schizophrénie, bipolarité, etc., on les juge. C'est comme ça qu'on leur rend la vie plus difficile. On les stigmatise. Même la façon qu'on leur regarde avec un regard bizarre, comme s'ils tombaient du ciel, on a des préjugés, on pense que tout ce qu'ils disent, c'est de la pure fabulation, etc., que tous les schizophrènes sont agressifs.
tandis qu'on sait que juste 1% des schizophrènes ont déjà commis un délit, là, qui ont été agressifs. Donc, c'est vraiment des préjugés, puis il faut faire vraiment de la sensibilisation, puis de la démystification concernant les problèmes de santé mentale, parce que la maladie mentale peut faire peur, tandis qu'elle ne devrait pas faire peur. Oui, absolument. Puis, mais je reviens au côté de dire, par exemple, comment apprécier l'humain. Oui. Effectivement, on se complique la vie, mais la vie nous rend la vie difficile. Tu sais, à quelque part, Je pense que oui. il faut des fois s'arrêter justement en lisant peut-être un livre et surtout en lisant même la phrase. Je trouve que ça donne espoir de dire, c'est vrai, dans le fond, on est on met ça trop plus grave que ce que c'est. En réalité, la vie, il faut prendre ça peut-être plus légèrement. Ben, moi, je l'ai dit dans mon livre, puis je vais le redire, c'est qu'on n'a qu'une seule vie à vivre, il faut se rendre heureux. Ça, c'est important. Puis le message aussi, il y avait plusieurs messages que je voulais passer dans mon livre. C'est aussi la mosaïque humaine. La mosaïque humaine, c'est que chaque personne est unique. Alors, chaque personne a son style de personnalité, son tempérament, son caractère, ses forces, ses points améliorés, son vécu subjectif, ses expériences, etc., sa famille, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de trajectoire de vie qui est pareille qu'une autre. Puis, un des slogans à l'Ordre des psychologues, comme nous le disait Rose-Marie Charest, l'ancienne présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Donc, ça, c'est important aussi de voir toujours la personne avant de voir le trouble de santé mentale. Parce qu'on voit toujours le trouble de la personnalité, la bipolarité ou surtout la phase maniaque. L'étiquette, on dit que la personne est folle, tandis que la folie, ça n'existe pas. Il y a des comportements qui sont plus inhabituels, qui sont moins communs, et des comportements qui sont plus atypiques que j'appelle. Donc aussi, la page couverture, c'est pour la psychologie positive. Il est là, il est souriant. C'est la technologie de l'information, de la communication. Puis c'est aussi la psychologie positive, de prendre les négatifs, de le tourner en positif, parce que c'est que nous tue pas, nous rend plus fort, puis on est résilient. Puis ça, j'y crois à ça. Puis il faut donner cette force-là aux gens. Et surtout que les gens comprennent qu'ils sont uniques et qu'ils font partie de la mosaïque, comme tu dis. J'aime l'image, parce que c'est vrai que chaque personne est unique, puis même avec les côtés dits négatifs, il y a certainement une créativité peut-être plus développée. Tu sais, des fois, on remarque ça que les gens qui sont hors normes, si tu veux, amènent quelque chose de positif au niveau créatif. Alors, tout le monde a son... Parce qu'il y a des déficients mentaux qui ont le syndrome du savant, par exemple, qui ont l'intelligence musicale ou l'intelligence logico-mathématique. Pensons à l'autiste dans le film Rayman, par exemple, c'est une histoire vraie. Van Gogh souffrait aussi de bipolarité, etc. Donc, dans les phases maniaques, c'est lui qui faisait de belles peintures. Il y a Virginia Woolf qui était bipolaire et dans ses phases maniaques, c'est là qu'elle écrivait. C'est une grande écrivaine qui malheureusement s'est suicidée à la fin. Mais je veux dire, elle dans ses phases maniaques, elle était plus créative. Donc, on a cette sublimation-là de prendre le négatif puis de le transformer dans des énergies positives. On dit souvent que s'il n'y avait pas justement des gens un peu extrêmes, ça serait plate, ça serait trop monotone, la vie. C'est vrai, mais moi, ce que j'avais remarqué, c'est que la différence dérange, je pense, alors que la différence ne devrait pas déranger. Moi, je dis, c'est pour cela que les couleurs de l'arc-en-ciel sont de couleurs différentes, puis les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Tandis que l'originalité, ça dérange. Quelqu'un qui est plus original, qui a des comportements qui est pas comme dans le moule, qui est pas comme tout le monde, qui est un petit peu excentrique. Tu sais, ils vont être jugés, ces gens-là, malheureusement. Puis moi, j'ai beaucoup d'empathie envers ces gens-là. Puis il faut qu'on développe notre empathie envers les gens qui ont des troubles de santé mentale. Oui, Alex, donc tu as écrit un livre, La psychologie pour apprécier l'humain. Tu es professeur au cégep. Oui. Comment on pourrait se prémunir quels seraient les trucs peut-être pour conserver une bonne santé mentale ou une bonne psychologie ou un bon état d'être? Moi, je crois à l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Il y en a 5 caractéristiques, mais habituellement, on enseigne 3, puis il y en a 3 dans le livre de psychologie au niveau collégial. Donc, c'est de développer l'empathie. Ça veut dire d'être capable de se mettre à la place de l'autre, puis de comprendre ce que l'autre vit. Mettre à ses souliers de quelques instants, qu'est-ce que cette personne-là vit, qu'est-ce qu'elle ressent, comment elle pense. Puis avoir de bonnes relations interpersonnelles qui sont satisfaisantes. Parce que les relations interpersonnelles peuvent être nourrissantes et enrichissantes, mais peuvent être aussi à la fois compliqué puis déroutant parce qu'on est des gens différents, parce qu'on a des points de vue divergents. Puis c'est aussi de connaître et de maîtriser ses émotions. Ça, c'est l'autre composante. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Puis c'est ça, d'être capable de gérer mes émotions, d'être capable de savoir que derrière ma colère, j'ai souvent de la peine. D'être capable d'exprimer sa colère aussi, d'être capable de s'affirmer, d'être capable de me connaître, de connaître mes limites,
qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, d'être bien dans les relations amoureuses, amicales, professionnelles, estudiantines, qui sont enrichissantes, les gens qui nous font du bien, puis les gens qui nous descendent, qui sont pas bons, qui sont manipulateurs, qui sont pas bons pour notre estime de soi, mais c'est de s'en éloigner de ces bourreaux-là. Oui. Mais ça, des fois, c'est dur d'avoir une perspective sur soi-même. C'est ça, hein? On est dans un feu roulant, puis le quotidien, puis le week-end, à peine 2 jours pour certains, d'autres, c'est même pas ça. Donc, c'est difficile de prendre un recul. Alors, il faut se garder du temps, quoi. Il faut avoir des périodes pour juste prendre du temps pour soi, puis juste réfléchir. Prendre du temps pour soi, puis de dire ça, aujourd'hui, ce soir, j'ai envie d'aller au cinéma, puis j'y vais. Je veux aller danser, j'y vais. Je veux lire un livre, parce que les deux grands malheurs de notre société actuelle, contemporaine, c'est l'anxiété puis la dépression. Donc, il faut pas aussi se mettre tout sur nos épaules, de penser qu'on est superwoman ou superman, puis de prendre beaucoup d'autres travail. Il y a des gens qui sont des bourreaux du travail, qui travaillent 60 heures par semaine, sont pas capables d'arrêter, d'être capables d'arrêter. Si je m'écoutais, je m'entendrais. C'est le psychosociologue Jacques Salomé qui a écrit ce titre-là. Donc, d'être capable d'être en contact avec soi, puis d'être capable d'être en contact avec mes besoins. C'est quoi mes besoins qu'il faut que je comble? Parce que quand je comble mon besoin d'affirmation, d'affection, de développement, d'auto-actualisation, je ressens des émotions négatives, positives. Puis quand je ressens une émotion négative, c'est de dire à quel besoin que j'ai pas répondu, puis d'être capable de s'y répondre avec les bonnes personnes dans le bon environnement physique et social. Et quelquefois, on peut avoir de l'aide, hein, parce qu'il y a peut-être les gens, des fois, de l'extérieur nous connaissent mieux, ou peut-être ils sont plus, je sais pas, objectifs, là, jusqu'à certains points. Ça, c'est important aussi parce que moi, je dis toujours la blague, au premier cours, j'ai dit à mes étudiants, la blague que les psychologues cliniciens se disent entre eux, c'est la blague des psychologues, que ça prend combien d'ampoules pour... Ça prend combien de psychologues pour changer une ampoule? La réponse, c'est un seul psychologue, à condition que l'ampoule veuille vraiment changer. Parce que la psychothérapie, ça amène un changement, puis c'est important d'être capable d'aller voir un psychologue qui va être objectif, qui ne va pas nous juger, qui va nous assurer et qui va avoir une écoute empathique, authentique. Puis il y a des organismes comme Revivre pour ceux qui souffrent de bipolarité ou d'anxiété ou de dépression. D'autres organismes communautaires aussi, des groupes de psychothérapie, ainsi de suite. D'être capable de s'affirmer. Il y a des ateliers qui se donnent pour l'affirmation de soi, la gestion de ses émotions, etc. Il s'agit de juste chercher un peu, mais c'est disponible. Il y a c'est des disponible. choses. Il y a des choses. Par exemple, le Centre Saint-Pierre, c'est un bon organisme communautaire pour la psychothérapie. Puis à Revivre aussi, il y a des ateliers. Ceux qui ont des troubles de la personnalité, il y a l'Institut Victoria, par exemple, qui donne psychothérapie de groupe ou psychothérapie individuelle, et j'en passe. Là, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Il suffit d'aller voir un bon psychologue, une bonne psychologue dans une clinique spécialisée. Il y en a aussi des cliniques spécialisées pour des cliniques d'anxiété de Montréal. Ça existe aussi. Oui, ben c'est intéressant, non, Alex? C'est intéressant. Là, en terminant, on va mentionner que ton livre, donc, c'est La psychologie pour apprécier l'humain à Béliveau Éditeur. Hein, c'est ça? Il est disponible, ou en tout cas, on peut le demander si on le trouve pas. C'est ça. Le livre a été publié en septembre 2017. Donc, ça fait quand même un bout. Donc, on peut aller dans n'importe quelle librairie, Renaud-Bré, Archambault, Indigo, Bureau Pro, etc. Là. Puis on commande le livre, ça prend 5 à 10 jours ouvrables, ou on peut aller sur n'importe quel site web, bélivoediteur.com, amazon.ca, Renaud-Bré, Archambault, et j'en passe. Puis c'est version papier, puis il y a aussi la version électronique EPUB. Merci beaucoup. Merci Alex, c'est vraiment intéressant. Je te souhaite bonne continuation avec ton livre et avec tes étudiants, tes professeurs donc de psychologie. Merci beaucoup d'avoir été à Folie Douce. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Vous avez des commentaires, des questions ou des idées pour Folie Douce? Laissez-nous un message sur notre boîte vocale au 514-990-9604. 514-990-9604. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Salut Pierre. Donc le sujet que tu nous amènes, les orages dans le cerveau à l'espresso. Oui, les orages dans le cerveau. En fait, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet qui porte le titre « Brigitte Harrison, le combat quotidien, ce sont les orages dans le cerveau ». Alors, ça m'a accroché, ça. C'est sur le site
Internet Québec Science. Et c'est parce que Mme Harrison est aux prises avec le problème de l'autisme. Et elle nous raconte ici comment elle nous décrit du mieux qu'elle le peut de l'intérieur. C'est quoi l'autisme? C'est toujours spécial quand quelqu'un est capable de le décrire, c'est ça? Puis c'est pour elle... Oui, mais elle le fait, tu vas voir, elle le fait très bien. Mais c'est un article écrit par Mme Marine Cornu, qui est journaliste scientifique pour Québec Science. Alors, elle nous dit que Mme Brigitte Harrison est conférencière et auteure et elle consacre sa vie à aider les personnes qui, comme elle, sont autistes, notamment en mettant au point des outils et un modèle d'intervention appelé SACAD, en collaboration avec Mme Lise Saint-Charles, qui est intervenante et spécialiste des troubles du spectre de l'autisme. Mme Harrison a été diagnostiquée à l'âge de 38 ans et elle plaide pour une meilleure prise en considération des besoins des autistes et tente de mieux faire comprendre comment fonctionne leur cerveau. Il faut dire que les autistes, il y a plusieurs types d'autistes. Oui. On ne peut pas comme juste décrire une seule sorte d'autisme. Oui, hein, c'est il y a ça, comme 3 degrés léger. Puis il y en a beaucoup. On dirait qu'il y a autant d'autisme qu'il y a de personnes. Oui, c'est possible. Ça devient difficile aussi à bien le décrire. Et on sait que le syndrome d'Asperger, c'est une forme légère d'autisme. Mm-hmm. Alors, Mme Harrison nous dit, l'autisme, ce n'est pas ce que j'ai, mais ce que je suis. C'est une autre façon d'être. Nous, les autistes, dit-elle, nous ne donnons pas le même sens que vous au monde. Par exemple, nous ne pouvons pas tenir compte de ce que nous ne voyons pas. Ce n'est pas un trouble de comportement, pas un problème d'habileté sociale, ni un trouble relationnel ou émotionnel, encore moins un problème de déficience intellectuelle. L'autisme est un problème de connexion. C'est un trouble neurodéveloppemental. C'est physique, c'est involontaire. C'est ce qu'on commence tout juste à comprendre. Elle nous dit en fait 3 choses nous différencient de vous, les neurotypiques. Tu vas voir que dans l'article, Mme Harrison, au lieu de dire les gens normaux, elle appelle les gens normaux les neurotypiques. Alors, toi et moi, on est neurotypiques. On est des neurotypiques, c'est ça. Elle nous dit d'abord la particularité de la perception. Dans une pièce, je ne me mets pas à compter les tuiles que je vois, mais mon cerveau me dit instantanément, sans que j'y pense, qu'il y en a 600. Par contre, quand je vous parle, je dois me concentrer sur vous et me rappeler sans cesse que je parle à un neurotypique. Ensuite, la particularité des représentations mentales. Mon cerveau ne me donne que du concept venu de l'extérieur. Il est statique. Il ne traite que ce qu'il reconnaît. Un autiste a des difficultés de flexibilité et donc de planification. Enfin, la particularité des émotions. Les autistes n'ont pas les mêmes déclencheurs d'émotions que les neurotypiques, puisque leur cerveau est concret et non social. Madame Cornu lui demande « Qu'entendez-vous par cerveau non social ?» Madame Harrison dit « Les autistes sont des aveugles sociaux, entre guillemets. L'accès de leur cerveau au social se fait d'une façon très particulière. Par exemple, si un interlocuteur soupire parce qu'il est fatigué d'être avec moi, je ne vois pas ce signe. Je ne peux donc pas en tenir compte dans mon comportement. On va m'accuser d'être impoli, mais accuserait-on un sourd d'impolitesse s'il ne tournait pas la tête vers quelqu'un qui lui dit bonjour? C'est ça, les signes que normalement quelqu'un percevrait, c'est ça? Je trouve que c'est un bon exemple. Oui, c'est un bon exemple. Elle nous dit « Mon cerveau ne capte pas le social car il est connecté autrement. » Mme Harrison revient souvent sur ce terme, c'est « connecté autrement ». Mme Cornu lui demande « Le cerveau autiste est aussi plus visuel, dit-on. Qu'est-ce que cela signifie? » Mme Harrison dit « Il nous faut voir en temps réel le sens de l'expérience pendant qu'il se passe. Par exemple, si un autiste se fait une petite coupure au doigt, il va réagir beaucoup, non pas à cause de la douleur, mais parce que l'image de son corps est modifiée. Par contre, s'il se casse un bras, il ne réagira pas, car il ne peut pas voir la douleur du bras cassé. Mais il le bougera comme si quelque chose l'agaçait. Ce quelque chose, c'est la douleur en fond que son corps vit, mais que ses yeux ne peuvent pas aller chercher, ce qui, par le fait même, prive sa tête de l'information en avant-plan. Oui, vu comme ça, effectivement, ça donne une autre perspective. Oui. De même, dit-elle, quand une personne qu'il connaît change d'aspect, par exemple, une nouvelle coupe de cheveux, l'autiste doit reconstruire l'image et l'associer à ce qu'il connaît. Tout ce travail se fait
dit-elle, manuellement, entre guillemets, comme une voiture manuelle, puis une autre à transmission automatique. Plus ardu, là. Pardon? C'est plus ardu. Exactement, oui. Madame Harrison poursuit en disant « Notre cerveau est connecté différemment. Il ne demande pas la même gestion que le cerveau neurotypique ou normal. Il fonctionne comme une transmission manuelle d'automobile. Il nous faut stabiliser l'information parce que le système qui la fait entrer coupe un peu comme si on coupait l'électricité dans une maison. Nous devons donc entrer les infos une à la fois par une gymnastique cognitive de manière consciente. Si nous restons sans électricité, nous avons l'impression d'être derrière une vitre, ce que les gens appellent la bulle. Et dans la bulle, plus rien ne fonctionne. Je ne peux ni penser, ni parler. Je suis en état de veille comme un ordinateur. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Oui, les orages dans le cerveau, c'est une belle description. Merci beaucoup, Pierre, pour le sujet. On poursuit ça à l'Espresso allongé plus tard dans l'émission. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons Caroline Beauregard qui nous parle de l'école d'été en art-thérapie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. À l'Espresso allongé, c'est la suite du sujet « Les orages dans le cerveau ». Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir mon invitée Caroline Beauregard. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour, bienvenue encore une fois à Folie douce. C'est la deuxième fois qu'on te reçoit. Mm-hmm. C'est pour le même sujet, mais ça a évolué en fait. Quand on t'avait reçu la première fois, c'était justement, tu nous parlais d'une première édition d'un événement particulier à l'UQAT, donc à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Voilà, à l'UQAT. Donc, tu es art-thérapeute, tu es professeur en art-thérapie. De quoi il s'agit? On va expliquer, justement, on a du temps pour l'expliquer. Mm-hmm. Mais en fait, c'est ça, c'est l'école d'été en art-thérapie et c'est vraiment un événement qui a été... on a pensé cet événement-là pour les régions. Donc, oui, l'UQAT, c'est en Abitibi-Témiscamingue, le siège social est là. Les programmes en art-thérapie ont débuté là-bas, se sont développés là-bas, mais il y a eu une décentralisation vers Montréal. Okay. Donc, on trouvait ça dommage que les gens de la région de l'Abitibi ne puissent pas avoir accès au programme. Donc, on a pensé à une école d'été qui est un format très intensif de 2 semaines, où les gens peuvent suivre des cours du microprogramme en art-thérapie et donc, d'année en année, arriver à se former comme art-thérapeute. Donc, c'est ça le but ultime, c'est de former des art-thérapeutes pour qu'eux, à la fois, retournent dans leur région, dans leurs endroits où ils vivent, puis justement pratiquer l'art-thérapie, être des art-thérapeutes d'une certaine façon. Tout à fait. C'est sûr que ce qu'on offre présentement, en fait, il y a 2 éditions de l'école d'été, oui, et on souhaite que ça se poursuive à chaque année. Ouais. Mais la formation en art-thérapie est constituée de 2 niveaux, 2 programmes, donc le micro-programme qui est une première étape, et ensuite la maîtrise. Et là, présentement, on en est rendu uniquement au microprogramme, et le microprogramme ne permet pas aux étudiantes là, de devenir art-thérapeute. Ouais. Donc, mais peut-être que dans le futur, s'il y a plusieurs éditions, elles pourront se former complètement là, pour être art-thérapeute. Mais pourquoi l'avoir justement fait ailleurs? Est-ce que c'est l'endroit qui se prête mieux à ça? Dans le fond, c'est un endroit peut-être plus calme. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait ce côté-là, un peu surtout que ça se passe l'été, ça se passe au mois de juin. Les 2 dernières éditions, en tout cas, c'était au mois de juin. Oui, tout à fait. En fait, il y a une grande valeur ajoutée à aller dans cette région-là. Juste le côté aussi avec la nature, la proximité. Le campus est magnifique. Les gens aussi, puisque c'est intensif, souvent, ils vont résider dans les résidences étudiantes ensemble. Ouais. Donc, c'est vraiment un moment où elles apprennent je dis elles parce que la plupart, ce sont des femmes. On a eu quelques hommes, mais vraiment, c'est ça. Avis à ces messieurs, ça serait intéressant. On en cherche, avis de recherche. Avis de recherche, les messieurs sont bienvenus. Donc, c'est ça, ça crée une espèce de dynamique vraiment très intéressante qu'on n'a pas quand on suit des cours ailleurs à Montréal. Là, c'est vraiment, on est ensemble. Donc, les gens passent la journée à l'école, dans les cours ensemble. Ensuite, elles vont souper ensemble. Elles vont passer la soirée. Donc, ça, c'est vraiment
vraiment, les étudiantes nous disent que c'est une grosse valeur ajoutée. Ouais, quelle est la matière donc, que vous voulez présenter pendant cette période-là? C'est quand même intensif, comme tu dis. Mais est-ce que d'abord, il y a beaucoup de formateurs? Est-ce que tu es présente aussi à cet endroit? Mais en fait, j'ai été présente comme formatrice la première année. La deuxième édition, on a voulu, dans le fond, que ce soit des professeurs différents. Donc, pour justement là, avoir une variété, que ce ne soit pas toujours les mêmes. Mais c'est ça, il ne faut pas oublier que c'est une formation universitaire. Ouais. Donc, ce sont des cours de 3 crédits de 45 heures. C'est juste qu'au lieu d'avoir le format régulier, par exemple, de 3 heures par semaine, là, on a 6 jours pour couvrir 45 heures. Donc, on couvre vraiment des cours de 3 crédits qui ont des thèmes différents. On a couvert, par exemple, l'imaginaire en art-thérapie, l'introduction, bien sûr, en art-thérapie, l'approche jungienne. C'est quoi? C'est quoi L'approche jungienne, c'est vraiment, on se base, pas on se base, mais on se penche sur Carl Jung, sa façon de voir les choses et comment ça a été appliqué en art-thérapie. Donc, c'est un cours qui est un peu plus costaud, mais puisque la formule intensive, là, on n'est pas en théorie là, pendant 6 jours. Là. On est vraiment, c'est une alternance en théorie expérientielle. Donc, les étudiantes ont vraiment les mains dans la matière. Donc, on crée, parce qu'on n'a pas le choix, là, à un moment donné, là, on peut pas... il faut mettre en pratique, là, on peut pas juste apprendre. Exactement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très apprécié, ce format-là là, de l'école d'été. De nos cours en général, parce que même les cours qu'on donne à Montréal, c'est aussi le même principe, là, une alternance en théorie et pratique, là, expérientielle. Là. Si on voulait brosser un peu, sans faire l'histoire au complet, mais l'art-thérapie existe depuis quand? Puis pourquoi ça s'est mis tout à fait on en entend parler justement dans les milieux psychiatriques, entre autres, il y a eu beaucoup ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire pour brosser un peu le portrait de l'art-thérapie? Bien, c'est ça, comme tu mentionnais, là, on en entend parler dans le milieu psychiatrique, puis c'est vraiment un peu là que c'est né ou que ça a pris son essor. Il y a eu aussi beaucoup le monde de l'enseignement. Donc, les pionnières, par exemple, aux États-Unis, ce sont des femmes aussi qui soit étaient enseignantes ou qui étaient psychologues ou psychiatres. Donc, et c'est comme ça que ça s'est développé en intégrant dans les asiles aussi, donc d'essayer de comprendre comment des personnes qui s'expriment de façon très brute, qu'est-ce qu'il y a à chercher derrière ça. Donc, et aussi une approche très psychanalytique, psychodynamique en fait, là, qui est venue fonder l'art-thérapie. On en entend parler beaucoup plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui a mené à ça, mais c'est sûr qu'à force, les programmes ici à Montréal sont offerts, je dirais, depuis les années 80. Donc, c'est sûr que les gens, à force d'être formés, c'est ça. À leur tour, ils vont... Exactement. Puis là, avec le projet de loi 21, pas celui sur l'immigration, mais l'autre sur la psychothérapie. Donc, les art-thérapeutes sont assez présents aussi pour se faire reconnaître comme psychothérapeutes. Oui. Et des bons art-thérapeutes, ça prend quoi comme personnalité? C'est des gens, j'imagine, qui sont d'abord qui aiment l'art, c'est certain, parce qu'on touche à tout, là. On touche à la peinture, à la sculpture, à toute forme d'art. Mais est-ce qu'il y a d'autres qualités qui sont essentielles, des gens qui veulent se former? Créatif. Oui, créatif, ça c'est sûr. Là. Créatif, souple, de ne pas avoir peur non plus du ridicule, d'utiliser son imaginaire, mais c'est vraiment la créativité. Donc... il faut s'attendre à tout aussi, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont sortir des choses extrêmement difficiles, tu sais, par l'art. Moi, j'avais déjà vu des toiles qui étaient violentes. Très viscérales. C'est ça, qui sortent, mais qui font du bien jusqu'à un certain point. Ça devient, justement, c'est de l'art-thérapie, donc il y a une thérapie par rapport à ça. Avec ça, c'est intéressant, là. Oui, tout à fait. Puis, c'est sûr qu'il faut... les art-thérapeutes ne vont pas interpréter une œuvre. Ouais. Donc, ils vont accompagner la personne qui a créé pour qu'elle puisse trouver elle-même un sens à ce qu'elle a fait. Mais c'est sûr que quand on reçoit une création qui est très viscérale, comme on disait, il y a des choses qui nous viennent à l'esprit et on peut essayer de guider la personne sans lui imposer, bien sûr, nos idées. Fait que dans ce sens-là,
c'est important d'être créatif, mais c'est important aussi d'être créatif en termes de qu'est-ce qu'on offre comme médium, qu'est-ce qu'on offre comme support. OK, oui, là, peut-être cette œuvre-là est très viscérale, mais là, la personne a besoin d'être un peu plus contenue et ramenée. Donc, qu'est-ce qu'on lui offre? On ne lui donnera pas encore de la peinture, on va lui offrir quelque chose qui est plus, peut-être le dessin, par exemple, qui va la ramener, oui. C'est ça, il faut que l'art-thérapeute ait cette sensibilité-là. Dans le fond, c'est une personne aussi sensible à ce qui se passe, parce que là, on parlait du monde psychiatrique. Est-ce que l'art-thérapie, c'est utilisé aussi à d'autres... il y a peut-être chez les personnes âgées, il y a peut-être chez les enfants, il y a toutes sortes de... En fait, toutes les clientèles, toutes les populations peuvent consulter en art-thérapie. On entend souvent, quand je parle d'art-thérapie, c'est pour les enfants. Oui, mais pas juste pour les enfants. C'est ça. Ou d'autres vont dire c'est pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais pas juste pour ça. Non, c'est ça. Il y a des gens qui vont là pour la croissance personnelle. Il y en a d'autres, on parlait des personnes âgées, donc en perte cognitive. J'ai une collègue qui travaille sur les couples, dont une des personnes vit avec l'Alzheimer. Okay. Donc, comment ils peuvent connecter à travers les arts. Ouais. Donc, c'est vraiment... ça peut être utilisé là, à toutes les sauces, là. Les gens qui veulent participer, j'imagine qu'il va y avoir d'autres éditions. À date, vous avez 2 éditions. J'imagine que ça a connu un succès, puis ça vous encourage à poursuivre l'aventure. Mais comment il fonctionne? Tout le monde peut avoir accès à ces cours-là, à l'UQAT? Mais non, pas tout le monde. Étant donné que c'est une formation universitaire de 2e cycle, donc ce sont des gens qui doivent avoir un bac. Et un baccalauréat il y a différents domaines, mais tu sais, souvent soit en intervention psychosociale, soit en art, soit en enseignement. Donc, c'est vraiment... Ça vient leur donner une formation, justement, quelque chose, une extension... complémentaire. Dans leur propre profession. Là, oui. C'est ça, quelqu'un peut être enseignant puis pourrait rajouter un peu cet aspect-là. Là. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que, comme je disais, le microprogramme ne feront pas d'elles des art-thérapeutes, mais si elles souhaitent poursuivre à la maîtrise, elles pourront devenir art-thérapeutes à part entière. Là. Et qu'est-ce que vous recevez comme, en bon français, le feedback des gens qui ont participé aux éditions? Est-ce que ça répond à ce qu'ils s'attendaient? Est-ce que vous recevez des commentaires intéressants? C'est très positif, vraiment, autant pour le contenu des cours, les formateurs, que justement l'endroit où ça a lieu, les résidences. Donc, non, c'est vraiment très apprécié. Puis, il y a des gens qui reviennent l'année suivante pour poursuivre leur formation, parce que c'est ça notre but, c'est qu'on offre 2 cours universitaires habituellement, c'est la formule, 2 cours universitaires par école d'été, et l'année suivante, on en offre des différents pour qu'au final, après plusieurs années, les gens puissent avoir leur micro-programme. Là, ils peuvent réussir à être art-thérapeute officiellement. Ben, si on continue, c'est ça, c'est notre but. Mais ça donne quand même une entrée en matière qui leur permet pareil de poursuivre, puis, parce que c'est ça, on peut mettre en pratique des choses. Les gens qui veulent en savoir plus, justement, pour, comme on disait tantôt, donc des gens qui ont un baccalauréat, mais qui ont un domaine connexe à ça, et qui voudraient participer dans ce lieu intéressant et calme et tout ça. Comment ils peuvent fonctionner? Est-ce qu'ils peuvent juste voir un site web? Ou Oui, le site web, je n'ai malheureusement pas l'adresse. On cherche, j'imagine. École d'été en art-thérapie, UQAT, ça devrait sortir là, facilement là, sur Internet. Il y a toujours aussi, en appelant là, à notre centre, oui, tout à fait. Là. Parce que vous avez un bureau à Montréal, en fait, sur l'avenue Président Kennedy, c'est ça? Exactement, en plein centre-ville. On peut peut-être donner le numéro de téléphone aussi. Il y a un numéro 1-800. Oui, 1-877-870-8728 et c'est le poste 5960. Donc, c'est la personne qui est à l'accueil là, pour les étudiantes et les futures étudiantes en art-thérapie. Qui pourraient s'intéresser à ce programme-là à l'UQAT. Merci beaucoup, Caroline. C'était vraiment intéressant. Caroline Bourgard, donc art-thérapeute et professeure en art-thérapie. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis, on se reparlera certainement plus tard après d'autres éditions, justement. Merci beaucoup. Excellent, merci. Bonne journée. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé et le sujet, les orages dans le cerveau, Pierre. Oui, d'après un article de Mme Marine Cornu, qui travaille comme journaliste scientifique pour Québec Science. L'article s'intitule « Brigitte Harrison, le combat quotidien
ce sont les orages dans le cerveau. Ça vient du site québecscience.qc.ca et je te disais à micro fermé que cet article-là, c'est le meilleur, je trouve, pour pouvoir comprendre les autistes parce que Mme Harrison, qui est autiste, arrive, je trouve, très bien à nous faire comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Puis, elle fait beaucoup de comparaisons entre le cerveau des autistes comme une transmission manuelle. Oui, c'est ça. Elle l'amène avec du concret, là, quelque chose de mécanique, là, mais on comprend un peu plus qu'est-ce qu'elle veut dire. Comme sur une transmission manuelle, tu dois travailler davantage. Ouais. Il n'y a rien qui se fait automatiquement. C'est ça. Alors, je continue ma lecture. Mme Harrison nous dit « Quand vous devenez un bon conducteur manuel, les gens ne peuvent plus savoir, vu de l'extérieur, si votre cerveau est manuel ou automatique. » C'est-à-dire, les gens normaux, nous, on est... Moi, je suis assez bon en conduite manuelle. Toi, Non, moi, je suis pas mal, ouais. C'est toujours des automatiques que j'ai. Alors, elle nous dit, comme plus rien ne paraît, les gens croient que je ne suis plus autiste ou que je suis guéri. Mais dès que la situation se complexifie, mon cerveau redemande de l'aide. Et là, mon autisme redevient apparent. Le combat quotidien, ce sont les orages dans le cerveau. Si je ne peux pas gérer l'équilibre interne, il y aura un orage à l'intérieur de ma tête et tout m'échappera. C'est ce que je trouve de plus cruel. L'autiste est dépendant de l'environnement alors que personne ne semble comprendre ce qui lui arrive. Madame Cornu lui demande « Avant d'agir auprès des autistes, vous étiez travailleuse sociale. Cela paraît en opposition avec l'image qu'on se fait des autistes. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? » Madame Harrison répond, c'est le désir de comprendre le fonctionnement humain. J'ai toujours été guidée par l'instinct à ce niveau, mais ce n'était pas le métier idéal. Je voulais être musicienne, sauf qu'il est arrivé un pépin en chemin et j'ai dû faire un choix non éclairé, entre guillemets. Elle nous dit « Je voulais être chef d'orchestre. J'ai recommencé la musique il n'y a pas longtemps. Je joue du piano, de la trompette, du cor français, de la guitare et de l'accordéon. J'apprends vite. » Madame Cornu lui demande en parlant de dons pour la musique. Est-ce vrai que la perception sensorielle chez les autistes est plus aiguisée et plus performante que chez les autres? Elle répond, Mme Harrison répond, la perception sensorielle est difficile parce que, comme je l'expliquais, nos yeux doivent tout recevoir. Il y a un délai de traitement, ce qui donne l'impression d'être vite saturé. Nous ne pouvons pas traiter les informations à la même vitesse que vous. Par exemple, si quelqu'un me touche à l'improviste, cela peut causer un déséquilibre à l'intérieur de moi. Comme mes yeux doivent voir le toucher, qu'ils doivent voir où est le contact physique pour que je le fasse correspondre à la sensation interne, que je puisse la trouver, si je ne vois pas le geste, il devient une agression. Puis là, ça paraît comme antisocial, ouais. C'est ça? Fait que les gens se disent, ben là, c'est une personne antisociale, mais en réalité, elle l'explique, là, que c'est une question, il faut qu'elle ait le temps de l'apprivoiser, ce geste-là. Ça fonctionne autrement. Ouais. Madame Cornu lui demande alors, est-ce ce sentiment d'agression qui empêche les autistes d'aller facilement vers les autres? Ouais. Madame Harrison répond, les autistes ne rejettent pas les contacts. Ils n'ont pas cette intention. Ils n'ont pas non plus de problème pour s'attacher. Mais un autiste peut ne pas être affectueux au départ, surtout s'il ne reçoit pas d'aide pour atteindre son système d'émotion ou si la plupart des gens interfèrent avec ses efforts de stabilisation à l'intérieur. Il est en mode survie. Sa réaction de rejet n'est pas comme contre l'autre, mais c'est pour soi. Madame Cornu lui demande ensuite, les autistes donnent parfois l'impression de ne pas aimer être touchés. Est-ce votre cas? Le problème, dit-elle, ce n'est pas le contact, mais la façon dont il se produit. C'est l'improvisation qui est rejetée. Comme par exemple, si je suis concentré à regarder quelqu'un qui me parle dans un lieu public et qu'une autre personne passe et me touche ou me frôle, je ne peux plus rester concentré sur la personne qui me parlait, car ma tête cherche à traiter l'information du toucher. Toute ma concentration va s'en aller faire ce travail. Je n'ai pas le choix. Je dois m'en occuper. Donc, tout est vraiment plus difficile. Oh oui, tout est... non, c'est une gestion, c'est assez épuisant. Vu de notre côté, c'est épuisant. J'imagine qu'on s'adapte à ça là, quand on est autiste. Mais, ils n'ont pas le choix. Oui, il n'y a pas le choix. Madame Cornu lui demande ensuite, vous avez reçu le diagnostic d'autisme à l'âge adulte, c'est-à-dire à 38 ans. Et comment avez-vous réagi? Elle nous dit, j'essayais depuis longtemps de faire ce qu'on me disait de faire, mais c'était toujours difficile. Je trouvais le quotidien très compliqué. Il fallait penser à des tonnes de détails. De plus, je faisais des crises dont j'ignorais la cause. C'était très inquiétant. Je ne savais pas non plus que tout le monde ne se battait pas comme moi contre son cerveau.
Elle poursuit en disant « Le diagnostic a été un soulagement parce que j'ai pu savoir sur quoi j'avais du contrôle et sur quoi je n'en avais pas. J'ai aussi pu recevoir l'aide nécessaire afin de développer les schémas sociaux dont j'étais encore privé et qui me permettent aujourd'hui de fonctionner en société. » Madame Cornu lui donne ensuite « L'étiquette d'autisme fait très peur aux parents. Qu'avez-vous envie de dire à ceux dont l'enfant vient d'être diagnostiqué? » Madame Harrison répond « Les troubles du spectre de l'autisme sont présentés comme s'il s'agissait de déficiences intellectuelles ou de problèmes de comportement. Or, les troubles de comportement ne viennent pas avec l'autisme, ni l'agressivité d'ailleurs. C'est la méconnaissance de l'autisme qui fait que les résultats sont aussi mauvais. » Et en terminant, je vais donner les coordonnées de la clinique SACAD. C'est un organisme créé pour venir en aide aux autistes et aux proches. Alors, c'est la clinique SACAD avec 2 C, C-A-C-C-A-D-E. C'est au téléphone, c'est à Québec. Et au téléphone, c'est le 418-915-7030. Et sur l'Internet, c'est tout simplement sacad.ca. Merci beaucoup, Pierre. Donc, les orages dans le cerveau, ou si on veut, une façon un peu pour nous expliquer ce que les gens autistes ressentent. Donc, merci beaucoup pour ce sujet à Folie Douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce, alors Pierre Laporte, on a reçu aujourd'hui Alex Saraf. C'était bien intéressant, Alex, qui nous a présenté son livre « La psychologie pour apprécier l'humain ». Alors, c'était notre invité en début d'émission. À tes espressos, on a pu parler des orages dans le cerveau, un peu la façon de mieux comprendre l'autisme, finalement. Oui, puis je trouvais que c'était très bien écrit. Oui, comme tu le disais, c'est une des premières fois que tu lis un texte vraiment qui explique bien de ce que la personne peut ressentir. Donc, c'est même un texte que tu peux relire et relire encore une fois, tellement qu'il y a beaucoup d'informations. Oui, il y a beaucoup d'informations pour mieux comprendre l'autisme. Merci beaucoup pour la mise en onde également, Pierre. Et je remercie notre invitée, Caroline Bourgard, qui nous a parlé de l'école d'été en art-thérapie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. C'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.